les règles de protection des témoins ainsi que des victimes vous confèrent beaucoup de droits, parmi lesquels vous pouvez demander au tribunal d'être entendu sans la présence du public. Le cas contraire, si vous voulez être entendu à la présence du public, vous pouvez le dire. Oui, j'accepte d'être entendu en présence du public, Monsieur le Président. Est-ce que vous connaissez ces personnes qui sont assises dans le box des accusés? Je dois connaître certains. Il y a beaucoup de victimes qui ont effectivement défilé aussi à la barre de ce tribunal. Est-ce que vous les connaissez, ou certaines d'entre elles? Pratiquement non. Maintenant, dans tous les deux groupes, est-ce que vous avez des liens de parenté avec certains? Personne, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des liens de subordination? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez pour eux ou bien eux, ils travaillent pour vous? Actuellement, non, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des liens d'alliance avec eux ou certains d'entre eux? C'est-à-dire, vous avez épousé dans leur famille ou le contraire? Non, Monsieur le Président. Aucun lien. Aucun lien. Alors, vous comparaissez à la barre de ce tribunal en tant que témoin. Le témoin, c'est celui qui a vu, entendu. Donc, vous ne direz ici que ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Et sur ce, on va faire prêter le serment du témoin. Vous allez jurer à la barre de ce tribunal de dire dans cette affaire, sans haine et sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous lèverez votre main droite et vous direz « Je le jure ». Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous informe également que le faux témoignage est un délit qui est prévu et puni par la loi. Bien, Monsieur le Président. Alors, M. Baldé, dites au tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire concernant les événements du 28 septembre 2009. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à cet auguste tribunal. Je commencerai d'abord par, encore une fois, remercier le tribunal dans sa totalité et dans son entièreté pour me permettre... Voilà. Excusez-moi, on ne vous a pas fait décliner votre identité. Ah. Vous avez quel âge? Je suis né le 1er mai 1969 à Zérekoré. Votre profession? Gendarme à la retraite. Où vous êtes domicilié? À Sanoya. Ok. Allez-y. Je disais, Monsieur le Président, que je vous remercie de me permettre de remercier votre auguste tribunal dans sa totalité et dans son entièreté. Par la même occasion, demander à Dieu le Tout-Puissant d'accorder sa miséricorde à l'ensemble des victimes des événements du 28 septembre, notamment les blessés dont certains continuent encore à courir avec leurs blessures, mais aussi aux familles des décédés, mes condoléances les plus attristées. Ceci dit, Monsieur le Président, concernant le 28 septembre 2009, permettez-moi de vous expliquer un peu comment le 28 septembre m'a trouvé. Je commencerai d'abord par ma prise de fonction après ma nomination le 5 septembre, plutôt le 5 janvier 2009, pendant que je me trouvais en Haïti comme superviseur national de la police judiciaire.
arrivé en Guinée, j'ai pris fonction et par la suite, j'ai fait un état des lieux. Monsieur le Président, sur le serment que je viens de prêter, la gendarmerie nationale, le 5 janvier 2009, ne possédait pas un seul véhicule. A plus forte raison, les autres matériels. Par contre, le personnel réel qui était sur le terrain était à des endroits très vieillissants et d'autres nouvellement recrutés, très jeunes. Je vous garantis que lorsque je suis arrivé à la devanture de l'état-major de la gendarmerie, c'est un de mes promotionnaires que j'ai trouvé comme étant une sentinelle. Il était sous-lieutenant. Moi, je venais de passer au grade de commandant. Je ne prononce pas son nom, mais je l'ai demandé, c'est toi qui es sentinelle ici. Il n'y a pas d'élève gendarme, il n'y a pas de gendarme stagiaire, il n'y a pas de mari-chef, d'adjudant-chef. Il dit, mon commandant, si vous voyez que je suis là, c'est parce que toutes ces couches-là n'existent pas. Je dis, bon, tu déposes l'arme et je t'affecte tout de suite comme commandant de brigade. Un sous-lieutenant ne peut pas faire la sentinelle. Je le dis, c'est pour vous expliquer un peu comment la situation était. Heureusement, puisque la gendarmerie était en train d'aller vers la mort, heureusement, comme je l'ai dit, il y avait à Kalea, centre d'instruction de la gendarmerie, des élèves gendarmes qui ont été recrutés lorsque j'étais en Haïti, donc en 2008. En connivence et en accord avec les autorités à l'époque, nous avons décidé de les sortir de cette école rapidement pour répondre à l'appel des unités qui devaient être les unités de gendarmerie. De quoi s'agissait-il? Premièrement, à l'état des lieux, on s'est rendu compte que puisqu'il n'y avait aucun sous-officier, les unités d'intervention qui pouvaient être celles en charge du maintien de l'ordre ne pouvaient regorger que des jeunes. Donc les 3 vieux escadrons que la Guinée avait connus de l'indépendance jusqu'à mon arrivée devaient être sur le champ rajeunis. On a fait ça et nous avons créé 7 autres escadrons. Ça fait automatiquement, en moins de 4 mois, 10 escadrons pour la République. Donc, 3 escadrons rajeunis et 3 autres 9, ça fait 6 escadrons pour la capitale, Conakry. Les autres, les 4 escadrons restants, on a envoyé un à Kindia, un à Labé, un à Kankan et le dernier à Zérekoli. Ce qui veut dire qu'en 5 mois, la Guinée disposait déjà de 10 escadrons de gendarmerie mobile. Alors, pour revenir un peu en arrière, à partir des 10 escadrons, on pouvait prétendre que nous sommes en mesure de jeter un dispositif opérationnel à l'échelle nationale. Parce que les escadrons mobiles peuvent évoluer, comme leur nom l'indique, de Conakry à Yom. C'est des unités qui sont cantonnées en un endroit, chacune, mais lorsque le besoin se fait sentir, comme le nom l'indique, mobiles, elles peuvent se retrouver partout. Alors il fallait faire face aux problèmes de matériel. Là-bas aussi, à la grâce des autorités à l'époque, on a commencé par avoir une quarantaine de véhicules. Mais ce qui était très loin, très loin de ce que nous avions besoin. Pour anticiper sur les choses avant que je ne rentre dans les affaires du 28 septembre, il est opportun et important de vous dire, Monsieur le Président,
qu'un escadron de gendarmerie mobile compte 120 bonhommes. Les 120 bonhommes sont repartis en 4 pelotons. Et chaque peloton a au moins 30 bonhommes. Donc, si vous avez pour un escadron 3 pick-up, ça veut dire qu'en cas d'événement, vous ne pouvez transporter que 30 bonhommes sur les 120. Et puisque leur nom l'indique, c'est des éléments qui sont très mobiles sur le terrain. Il est à Ouattara, tu l'appelles à Dixine, il bondit, il vient. Il est à Kaloum, tu l'appelles à Ratoma, il bondit, il arrive. Mais là où il faut avoir une dizaine de pick-up, si vous n'avez que 3 pick-up, dites-vous que vous ne pouvez entraîner dans vos manœuvres, dans vos opérations, que 30 bonhommes. Le reste, c'est vous qui savez comment vous allez en faire. Mais c'est ça la réalité. Ensuite, le matériel opérationnel, les casques, les boucliers, les bâtons de protection et tant d'autres matériels étaient pratiquement inexistants. Mais il fallait commencer à se débrouiller par ce qui est déjà obtenu. Ce qui était déjà obtenu, ce sont ces quelques pick-up et la structure qui est déjà opérationnelle sur l'ensemble du territoire. Les choses pouvaient évoluer progressivement. De l'autre côté, l'état-major de la gendarmerie nationale, jusqu'à mon arrivée, relevait directement du chef d'état-major général des armées. C'est-à-dire, de 1965 jusqu'en 2011, a priori, avec la réforme du secteur, la gendarmerie était un membre de l'armée de façon entière. Un seul exemple que je vais vous donner, Monsieur le Président, lorsque vous étiez officier de police judiciaire à Yomou et que vous dressez procès verbal, je m'excuse, hein, c'est important que je vous le dise avant de rentrer dans l'affaire des événements. Je crois que ça va permettre à beaucoup de gens de comprendre. Un officier de police judiciaire qui fait un procès verbal à Yomou, le procès verbal ne sera traduit devant le procureur que lorsque une copie est arrivée chez le chef d'état-major général des armées. Et ça, c'était une norme par rapport au passé du pays et par rapport aux réalités à l'époque de la gendarmerie nationale. Parlant des événements du 28 septembre, et sur la base du serment que j'ai prêté ici devant vous, du serment du général que je suis, j'ai oublié de vous dire que je suis général de corps d'armée de 2e section à la retraite. Deux semaines avant le 28 septembre 2009, des rumeurs avaient commencé à circuler. Quand je dis rumeurs, de façon totale, pour dire que le président Dadis a l'intention de se présenter aux élections si et si seulement les élections étaient organisées. Et que la société civile, les partis politiques et tant d'autres ne voudraient pas de cela. Et que si cela se faisait, il n'y a pas de raison qu'il n'y aurait pas de manifestation sur l'ensemble du territoire. Alors, jusqu'au 26, même dans les téléphones, notamment de Orange, on vous envoyait des messages. Vous avez un numéro Orange, vous trouvez le 28 septembre, il y a marche, vaille que vaille. Pas de solution parce que la junte veut se présenter candidat. Moi, personnellement, le 27, j'ai reçu un appel du chef d'état-major général des armées en personne, mais bien sûr, après avoir fait, je crois, un message,
et je n'avais pas vu le message, il m'a appelé pour me dire, est-ce que vous êtes au courant que nous avons une réunion, il y a un message qui est parti. J'ai dit non, je ne suis pas au courant. Donc on se retrouve au camp Alpha à telle heure pour la réunion, la dite réunion. Je me suis rendu à mon entendement à l'heure. Nous avons partagé, parce qu'il ne faut pas simplement se limiter à dire bon, on est venu à une réunion, on a donné des instructions. Mais on fait un partage d'informations. Excusez-moi, Monsieur le Président. Ça fait longtemps que je ne parle pas à haute voix. Ça n'a rien à voir avec le stress, c'est le café que je prends peut-être de trop. Ça va me donner une leçon. On vous comprend. Alors, Monsieur le Président, nous avons partagé des informations. Moi-même, j'ai pris la parole pour dire devant nos collègues que cette situation doit intéresser tout le monde. Parce que les gens, à ce que je comprenne, avec les différents messages que j'ai vus, les gens vont sortir. Donc, les autres aussi, chacun a donné son avis. Et au chef d'état-major général des armées de dire, écoutez, j'ai reçu des instructions, je vous passe les instructions. Pour que chacun d'entre vous, dans sa position, prenne ses dispositions pour ne pas qu'on dise qu'il n'a pas été informé. À rappeler que, autour du chef d'état-major général des armées, nous tenions souvent des réunions à caractère opérationnel, sur la gestion des frontières, sur la gestion de certains problèmes, n'est-ce pas, des grandes localités du pays, dans toutes les régions. Et c'est comme ça, il donnait l'avis du commandement et lui-même son avis personnel basé sur ce que le commandement a donné. Donc, finalement, il a dit tout le monde dans les casernes, sauf la gendarmerie et la police. La gendarmerie et la police détiennent des unités opérationnelles qui sont traditionnellement en charge du maintien et du rétablissement de l'ordre public. On a essayé d'un peu comprendre, partant des réalités de nos unités, par rapport aux moyens conventionnels, mais le temps ne permettait plus de dire à un ministre ou à un chef d'état-major général des armées, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Le temps ne convenait plus. Beaucoup d'entre nous d'ailleurs, ne pensaient pas que ces manifestations-là allaient avoir lieu. C'est ainsi que il a été dit que la gendarmerie et la police vont se charger, pour un premier temps, de refuser les regroupements, donc d'empêcher les regroupements, et pour un deuxième temps, de disperser dans la mesure des moyens. J'ai quitté les lieux avec ces instructions et je me suis retrouvé à l'état-major de la gendarmerie. Je reviens pour dire que l'état-major de la gendarmerie relevait expressement de l'état-major général des armées. Si aujourd'hui on dit haut commandant, haut commandement, c'est au bénéfice des réformes. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui faisaient passer la gendarmerie sous la coupe directe de l'armée, mais qui n'amenaient pas le chef d'état-major ou le haut commandant de la gendarmerie de prendre des dispositions idoines. Parce que se sentant coincé, alors que la gendarmerie est un corps transversal. Pour faire le maintien d'ordre, s'il faut demander le chef d'état-major général des armées, qui s'occupe de la défense opérationnelle du territoire, pendant que le ministre de l'administration du territoire et ses démembrements existent,
les gouverneurs, les préfets, les maires, les sous-préfets, etc., etc. Ça, c'est venu après. Mais en ce moment-là, vous n'avez rien à faire si le chef d'état-major général des armées n'est pas informé. Ça, c'est une réalité crue qu'il faut assumer. Donc, j'arrive, je monte ce qu'on appelle un PC, un poste de commandement, au niveau de l'état-major. Le poste de commandement s'est retrouvé en même temps que la salle de réunion du chef d'état-major. Et puisqu'il y a une crise qui est annoncée, il faut fermer la salle de réunion et ouvrir dans la même salle le poste de commandement. Le poste de commandement, pourquoi le poste de commandement? Parce que un chef d'état-major qui s'assoit dans son bureau, qui dit « toi va là, toi va là, toi va là, toi va là », a moins de chances que ses ordres soient mieux exécutés. En ce sens que mieux vaut l'adhésion consciente des chefs qui sont sur le terrain, des troupes qu'ils commandent, que de les amener à des obligations fortuites, ne tenant pas compte de leur réalité. Donc on a choisi un certain nombre, dans la région spéciale de Conakry, d'officiers accrédités pour venir monter ce poste. Premier rôle pour le poste, c'était de concevoir un plan d'opération conformément aux instructions reçues. Parce que le plan d'opération, vous ne pouvez pas le monter en dehors des instructions que les chefs ont données. Sinon, en ce moment, vous faites ce que vous voulez. Ce qui a été fait. Lorsqu'on a fini avec le plan d'opération, on a réuni tous les chefs de Conakry. Les 6 escadrons, leurs commandants adjoints et chargés d'opération, les 3 escadrons départementaux, leurs commandants adjoints et chefs d'opération. Tous se sont retrouvés dans les environs de 16h, 17h, n'est-ce pas, à l'état-major. Sous ma responsabilité, nous avons établi un plan que nous avions appelé le plan d'opération. Ce plan d'opération a consisté à donner la situation générale du pays, ensuite la situation particulière du 27 qui tend vers le 28. Et conséquemment, on a décidé de dégager tous les moyens humains que nous avions. C'est pourquoi nous avons mis sur place 2 dispositifs distincts, mais qui se croisent à des endroits. Le dispositif des escadrons départementaux, qui sont des unités en charge de la police administrative et des fois de la police judiciaire, sans compter du renseignement. Donc ces gens ne peuvent pas réellement opérer lorsqu'on jette des cailloux ou lorsqu'on frappe sur un gendarme. Ils n'ont pas de possibilité sans que les escadrons ne les apportent secours. Par contre, ils peuvent dissuader. Donc, ceux-ci, on les a mis en position statique. Vous, là, cette zone, je ne sais pas si on vous a montré le plan d'opération. Le plan d'opération a été versé au dossier lorsque j'étais devant le juge instructeur. Je ne sais pas maintenant si ça continue à évoluer, mais ce plan d'opération, il datait du 27 septembre 2009. Donc, position statique pour les escadrons départementaux qui ne peuvent pas aller loin. Parce qu'à date, un escadron départemental a 150 bonhommes, mais pour un pick-up. Donc, même s'ils doivent faire une patrouille légère dans leur rayon, ils ne feront la patrouille légère qu'avec maximum 10 bonhommes. Alors, quant aux escadrons mobiles, par escadron, je crois, on avait entre 2 mobiles, véhicules, qui pouvaient tourner autour des positions statiques, mais aussi aller loin
S'ils apprennent, on les appelle pour dire qu'il y a un regroupement quelque part, allez loin pour aller disperser. Ce dispositif, Monsieur le Président, a été effectivement monté sur l'ensemble des 5 communes. Le 28 septembre, à 5 heures du matin, tout le monde était en place. Moi-même, je suis sorti, je suis parti vérifier, parce que, 1, j'avais un personnel ancien vieillissant, 2, j'avais un personnel jeune, tout neuf, qui n'avait pas encore reçu toutes les formations requises. Parmi ces jeunes, vous avez beaucoup d'entre eux qui sont autour de vous actuellement. Il y a même, je crois, certains qui sont capitaines, commandants, etc. Parce que la formation, on n'a pas blagué avec. Mais en ce moment-là, le 28 septembre, très sincèrement, il fallait que je sorte avec une équipe, 2 véhicules, mon véhicule de commandement et un véhicule d'opération, pour aller voir les positions. On est parti jusque vers Dubrika, jusque vers Koya, pour voir si réellement les commandants d'unité ont fait sortir les gens. Je me suis rendu compte que les gens sont effectivement sortis. Et j'étais dans les positions. C'est quand j'ai quitté, on a commencé à nous appeler pour dire « Ah, il y a ceci, il y a cela, machin, ça ne va pas ». Donc, je suis venu au niveau de l'escadron de Hamdallah. Je viens trouver un déferlement de l'axe, disons, Koza, Bambetou, Hamdallah, au rond-point. Un autre déferlement de l'axe Koneboui, Hamdallah. Et un troisième déferlement de l'axe, comment on appelle ça, Taouya, Hamdallah. Le rond-point était inondé de manifestants. Sur le champ, j'ai commencé à changer d'avis par rapport au plan d'opération. Parce que déjà, les éléments que j'ai trouvés, le regroupement que j'ai trouvé à Hamdallah, ne protégeait pas les enfants qui étaient là, qui n'avaient pas de casque, qui n'avaient pas de bouclier. Je ne parle même pas de gaz lacrymogène. Parce que c'est une arme. Il y a autre interprétation qu'on peut faire de ça. Mais la protection d'abord du personnel. C'est là-bas moi-même. J'ai ordonné. Malheureusement, le commandant est là à la retraite. J'étais dans mon véhicule. J'ai dit de bloquer. Parce que le reste du monde qui est en train d'arriver, s'il vous trouve ici, vous n'êtes que peut-être 60 ou 65 personnes, parce qu'on avait sorti dans chaque escadron des éléments qui faisaient les patrouilles ailleurs. Donc ce n'est plus le même effectif qui est là. J'ai dit, puisque vous avez une cour, ouvrez, rentrez là-dedans. Vous ne pouvez plus rien contre ceci. Et je me demande quel est le personnel que je dispose ailleurs, que je vais, n'est-ce pas, enlever, pour utiliser les termes vraiment très simples, le dispositif que je vais enlever pour que l'on vienne vous renforcer ici. Et j'ai dit au commandant Bakaï, je te garantis que si vous jetez même une pierre ici, non seulement vous allez périr, mais en plus, vous allez faire du mal. Parce qu'il n'y a pas de raison que quand les gens se bousculent, tu n'es pas blessé à plus forte raison des morts. Ce qui a été fait devant moi, on a fait rentrer le personnel à l'intérieur de la cour de l'escadron. Quand vous venez, en définitive, excusez-moi d'être un peu long, parce que les choses telles qu'elles se sont présentées, si je ne les explique pas comme ça, je ne vais pas être à l'aise. Allez-y. Bien. Donc, conséquemment, ceux-ci ont fermé devant moi. Et les gens ont continué à venir. Moi-même, j'ai continué devant, où je suis venu trouver que la devanture du stade est déjà déboulonnée. Il y avait un dispositif consistant qui était là, qui était commandé par le commandant du groupement
C'est vrai que ce n'est pas des moublots, c'est-à-dire des gens qui sont habiles dans l'intervention, mais c'était l'une des figures de proue de la gendarmerie guinéenne. Et certainement, beaucoup d'anciens avocats et autres ont dû entendre parler. Le colonel Koch était le commandant du groupement. Entre parenthèses, il y a groupement départemental, il y a groupement mobile. Donc lui, il était groupement départemental, chargé de concevoir les ordres et les données en matière de police administrative ou de police judiciaire. Mais puisque c'est lui qui commandait tout Conakry, il fallait qu'il soit sur les lieux. Donc j'ai demandé, quand je suis arrivé, j'ai garé quelque chose de 3 ou 4 minutes, j'ai demandé, on m'a dit, le centre des opérations a ordonné que tout le monde replie au niveau de Donka. J'ai continué mon chemin, je suis venu jusque là, j'ai trouvé le personnel qui était déployé là, à ce niveau. Et j'ai demandé comment ça s'est passé. Ils ont dit qu'ils ont fait des charges pour un premier temps pour disperser, mais au fur et à mesure qu'ils chargeaient, au fur et à mesure, la foule devenait encore plus nombreuse. Donc, finalement, les policiers ont été les premiers à replier. Et comme ils ont compris qu'il y avait de la violence qui faisait naissance, or j'avais dit, on n'en découpe pas sans matériel conventionnel avec la population. Ça, jusque-là où je suis arrêté, je suis mordicus là-dessus. Vous êtes une force de maintien d'ordre public, requis par l'État, mais vous jugez de la force proportionnée. Lorsque c'est une manifestation, vous trouvez que les organisateurs ont outrepassé, mais la justice est là pour régler le problème. Ce n'est pas à vous de régler ce problème-là. C'est ainsi que j'ai continué jusqu'à l'état-major. J'ai demandé le centre des opérations et ils ont dit, monsieur le chef d'état-major, plusieurs positions sont déboulonnées. Ils ont cité des positions par-ci par-là, moi je ne peux pas vous citer tout ça. Par contre, il y a d'autres positions qui continuent à tenir et j'ai dit, donnez les instructions, que personne ne quitte sa position. Si on vient pour vous frapper, esquivez, mais vous restez dans votre position. Parce qu'on a dit dans le plan d'opération, lever les dispositifs en fin de mission. Donc ça se négocie même pas. C'est ce que c'est fait. Finalement, pendant que j'étais en train de discuter au centre des opérations, il y a l'officier de garnison qui monte sur le chef d'état-major. Venez vite. On a envoyé des gens qui sont blessés. Il dit ce qu'il dit, j'ai reconnu Jean-Marie. Il dit, Jean-Marie, il est blessé, il est là. Il dit, il n'est pas seul, il y a d'autres. Il dit, alors descendons. On descend, je viens les trouver à Langue. Sidia, Jean-Marie, Moutar Diallo et Lucien Fall. Jean-Marie qui me connaissait un peu, et que je connaissais aussi en tant que doyen, il dit, Sidia, mon frère, tu peux rire maintenant, on est sauvé. J'ai dit, mais vous venez d'où? Jean-Marie a dit, on était au stade. Il dit, c'est là-bas où ça vous est arrivé? Il dit, oui. J'ai dit, d'accord. Pour le moment, comme je vois le sang, levez-vous. Dr Nyakoy était là, qui était le médecin-chef de la gendarmerie. On avait une infirmerie au niveau du PM2, dès que vous sortez de l'état-major, juste en face du ministère de l'administration du territoire. Le PM2 était là, avec cette infirmerie. C'est là-bas qu'on les a envoyés pour les soigner. En fin de soins, le médecin a dit à l'officier que j'avais désigné que si on ne les enlève pas ici, malgré qu'ils ont reçu certains soins, mais ce n'est pas bon. Pendant ce temps, j'ai reçu des informations pour dire qu'il y a un groupe qui voulait venir
pour les libérer de la gendarmerie. J'ai dit, mais c'est quel groupe ça? On dit non, on ne sait pas, mais on a entendu les gens dire qu'ils vont venir, que même vous, on va vous agresser. J'ai monté un dispositif de sécurisation du PM2. Mais puisque le médecin-chef avait dit que ce n'était plus bon de les conserver là-bas, on a nettoyé le sang, tout et tout, les premiers soins sont terminés, il fallait les envoyer automatiquement à la clinique Pasteur. Ce qui a été fait. Et finalement, c'est là-bas, ils sont restés jusque tard la nuit. Le Premier ministre, parce que moi je n'étais pas là-bas, hein, je n'ai pas été là-bas. Moi personnellement, je n'ai pas été là-bas. Je les ai vus, j'ai vu ce qui n'allait pas. Le médecin qui était à ma portée, je lui ai dit de les prendre et aller prendre les dispositions. Et finalement, il a été dit que le Premier ministre est arrivé. J'ai dit sécuriser, continuer à sécuriser les lieux pour sécuriser le Premier ministre. Et c'était au Premier ministre de prendre certains d'entre eux, machin, sur, selon lui, les instructions du président Radis. Moi, je n'étais pas là-bas. C'est ce que le Premier ministre a dit qui m'a été rapporté sur les lieux. Parce que personne n'a demandé comment les gens là ont été sécurisés. Chacun a dit ce qu'il a voulu. Mais moi, je sais l'effort que j'ai fourni ce jour par rapport à ça. Jusque tard la nuit, quand on les a sortis là-bas pour les amener. J'étais en communication avec un de mes officiers de renseignement. Parallèlement, j'avais envoyé un officier de renseignement au niveau du stade. Parce que ils avaient dit qu'il y avait des coups de feu, machin, et les blessés là m'ont dit que c'est au stade que ça les a arrivés. Cet officier est venu me rendre compte. Parce que les officiers de renseignement, je n'ai pas besoin de téléphone. Vous courez, vous venez, vous me parlez. Ah, on est parti, le stade est vide, mais ce sont les policiers qu'on a trouvés là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ah, ils sont en train de faire des travaux de police technique parce qu'on a vu les gens de la DCPJ. Parce que les éléments de la DCPJ, quand vous les voyez, ils ont des jaquettes ou ils ont des tricots où c'est marqué DCPJ. J'ai dit, bon, s'il se trouve que la police est déjà sur le terrain là-bas, qu'est-ce que nous, on va faire finalement? Néanmoins, montons une commission d'enquête. Parce que j'avais déjà eu quelques informations avec les gens mariés avant leur départ pour dire que c'est c'est au stade que ça les a arrivés. Donc pour moi, automatiquement, il faut mettre une commission d'enquête en place. La commission d'enquête, dès la soirée, elle a été mise en place, composée d'officiers chevronnés en exercice de police judiciaire de la gendarmerie nationale. Entre-temps, le chef d'état-major général des armées, par intermittence, m'appelait parce qu'il nous avait dit « Je vous appelle ». Et ça, dans la discipline militaire, on ne joue pas avec. Quand le chef vous dit qu'il vous appelle, et vous vous mettez à l'appeler intempestivement, non, je vous appelle. Donc, chaque fois, il m'appelait, je lui disais, je suis sur le terrain, je fais ça, il dit très bien, continuez. Sauf que, quand les agents m'ont envoyé cette information-là, pour dire que les gens étaient déjà sur le terrain là-bas, et qu'il y avait la police, je l'ai appelé pour le rendre compte. Elle a dit, nous sommes au courant déjà. Ma mission était terminée. Parce qu'encore une fois, l'état-major de la gendarmerie, comme beaucoup le prétendent, ne relevait pas d'un tiers, ni du ministre de la Défense, ni du président. Parce que j'entends souvent les gens dire, le président l'a appelé, c'est le président qui... Non, l'état-major de la gendarmerie, jusqu'en 2011, relevait de l'état-major général des armées. Donc le chef d'état-major général des armées commandait l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer et la gendarmerie nationale. Même à l'époque, dans le protocole, quand vous venez à l'aéroport, j'étais en dernière position. C'est-à-dire Semga, armée de terre, armée de l'air, armée de mer, gendarmerie.
C'est lorsque la réforme a été faite 2011-2012 que le haut commandant est venu dans le protocole à côté du chef-état-major général des armées. À l'époque des faits, Monsieur le Président, on relevait l'état-major général des armées. Je ne veux pas que cette ambiguïté-là se crée. Elle n'existe nulle part. Un chef-état-major de la gendarmerie qui relève du SEMGA, qu'est-ce qu'il va faire, même avec le ministre de la Défense? Négatif. Il ne peut pas. Alors, on a ainsi continué. Les dispositifs de jour qui étaient sur le terrain ont été, n'est-ce pas, remodelés en dispositifs de nuit. Parce que beaucoup de parties de Conakry étaient désertes. Et on entendait de petits bruits dans beaucoup de zones. Par la suite, n'est-ce pas, du mécontentement de certains jeunes dans certains quartiers chauds de Conakry. Donc, on a mis le dispositif de nuit pour les patrouilles jusqu'au matin. Maintenant, le matin, il a reçu des informations selon lesquelles la commission d'enquête qui a été mise sur place doit céder le pas à une commission d'enquête que l'État met en place pour enquêter, n'est-ce pas, l'ensemble des événements qui se sont passés. Et c'est que moi j'ai pris en compte. Donc, les hommes sont restés. Je crois que 2-3 jours après, on m'a envoyé une correspondance du ministère de la Justice me demandant un certain nombre d'officiers à mettre à disposition de cette commission pour les enquêtes. Et que cette commission devrait être présidée par un magistrat. Ce qui a été fait, et le reste, Monsieur le Président, je préfère me limiter là pour le moment. Sauf que j'allais insister sur le paramètre moyen. C'est vrai, des moyens humains, on avait commencé à avoir, mais les moyens matériels. Ensuite, le deuxième paramètre, la foule. Très rare. J'ai rencontré des foules aussi nombreuses et qui faisaient face à des forces de l'ordre. Mais, je l'ai dit, puisque je n'ai pas ordonné de s'accrocher à ces foules-là, moi je n'ai pas ordonné de s'accrocher, je n'ai pas fait de morts, je n'ai pas fait de blessés. Il y a des véhicules à des endroits qui ont été tapés, mais par après, le tout est revenu à la normale. Si je peux me limiter là, Monsieur le Président, pour ne pas trop prendre le temps, et vous permettre